Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue sur D8. On est ensemble cette nuit pour quelques heures de lecture, vous l'avez deviné, et je poursuivais pour vous la lecture d'une œuvre d'Alphonse Daudet. Et oui, il s'agit bien de l'illustre auteur des Lettres de Montmoulin, mais cette fois-ci, c'est pas les Lettres de Montmoulin qu'on va lire, c'est le Nabab. Il s'agit d'un de ses romans, un peu moins connu certes que les Lettres de Montmoulin, mais néanmoins tout aussi intéressante et intrigante, puisqu'il s'agit en fait, donc d'ailleurs je reprends un petit peu pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours, c'est un récit en fait qui décrit les mœurs parisiennes donc à la fin du Second Empire, cela à travers différentes intrigues politiques et qui met en scène plusieurs personnages, notamment un protagoniste assez énigmatique, assez mystérieux, autour duquel gravitent beaucoup d'autres personnes. Et c'est un jeune homme qui s'est, monsieur peut-être plutôt, qui s'est construit une fortune colossale en Tunisie. Alors, qui est donc ce Nabab ? Ce énigmatique, richissime homme d'affaires tunisien, eh bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite puisqu'on va poursuivre cette lecture ensemble. Avant cela, je vous le rappelle, n'oubliez pas de nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux. Allez-y, je vous en prie, écrivez-moi, c'est juste là, ça s'affiche en bas de l'écran. Je vous attends pour vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions peut-être sur l'émission. Mais pour l'heure, eh bien, on poursuit ensemble la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous sur D8. Voilà ce que c'est. Nous avons toujours au bureau un paquet préparé d'avance. Une caisse bien ficelée qui arrive censément du chemin de fer pendant que le visiteur est là. C'est 20 francs de port, dit celui d'entre nous qui apporte l'objet. 20 francs ? Quelquefois 30 selon la tête du patient. Aussitôt, chacun de se fouiller. 20 francs de port, mais je ne les ai pas. Moi non plus. Malheur. On court à la caisse, fermée. On cherche le caissier, sorti. Et la grosse voix du camionneur qui s'impatiente dans l'antichambre. Allons, allons, dépêchons-nous. C'est moi, généralement, qui imite le camionneur à cause de mon organe. Mais que faire, cependant ? Retourner le colis ? C'est le gouverneur qui ne sera pas content. Messieurs, je vous en prie, voulez-vous me permettre ? Hasarde alors l'innocente victime en ouvrant son porte-monnaie. Ah, monsieur, par exemple, il donne ses 20 francs. On l'accompagne jusqu'à la porte et dès qu'il a les talons tournés, on partage entre tous le fruit du crime en riant comme des bandits. Fi, monsieur Passageon. À votre âge, vous savez, un métier pareil. Oh mon Dieu, je le sais bien. Je sais que je ne me ferai plus d'honneur en sortant de ce mauvais lieu. Mais quoi ? Il faudrait donc que je renonçasse à tout ce que j'ai ici. Non, c'est pas possible. Il est urgent que je reste, au contraire, que je surveille, que je sois toujours là pour profiter au moins d'une aubaine s'il en arrive une. Oh, par exemple, j'en jure sur mon ruban, sur mes 30 ans de service académique, si jamais une affaire comme celle du Nabab me permet de rentrer dans mes débours, je n'attendrai pas seulement une minute, je m'en irai voir. Je m'en irai vite soigner ma jolie petite vigne là-bas vers Montbard, à tout jamais guéri de mes idées de spéculation. Mais hélas, c'est là un espoir bien chimérique. Usé, brûlé, connus comme nous le sommes sur la place de Paris, avec nos actions qui ne sont plus cotées à la bourse, nos obligations qui tournent à la paperasse, tant de mensonges, tant de dettes, et le trou qui se creuse de plus en plus. Nous devons à l'heure qu'il est 3 500 000 francs. Ce n'est pas encore ces 3 millions-là qui nous gênent. Au contraire, c'est ce qui nous soutient. Mais nous avons chez le concierge une petite note de 125 francs pour timbre-poste, mois du gaz et autres. Ça, c'est le terrible. Et l'on voudrait nous faire croire qu'un homme, un grand financier, richissime, comme ce Nabab, fût-il arrivé du Congo, descendu de la Lune le jour même, serait assez fou pour mettre son argent dans une baraque pareille. Enfin, allons donc. Est-ce que c'est possible ?
À d'autres, mon cher gouverneur. Chapitre 4. Un début dans le monde. Monsieur Bernard Jean Soulet, ce nom plébéien accentué fièrement par la livrée, lancé d'une voix retentissante, sonna dans les salons de Jenkins, comme d'un coup de cymbale, un de ces gongs qui, sur les théâtres de féerie, annoncent les apparitions fantastiques. Les lustres pâlirent, il eut une montée de flammes dans tous les yeux, à l'éblouissante perspective des trésors d'Orient. Des pluies de sequins, de perles secouées par les syllabes magiques de ce nom hier inconnu. Lui, c'était lui, le nabab, le plus riche des riches, la haute curiosité parisienne, épicé de ce ragoût d'aventure qui plaît tant aux foules rassasiées. Toutes les têtes se tournèrent, toutes les conversations s'interrompirent. Il y eut vers la porte une poussée de monde, une bousculade comme sur le quai d'un port de mer pour voir entrer une felouque chargée d'or. Jenkins, lui-même, si accueillant, si maître de lui, se tenait dans le premier salon pour recevoir ses invités, quitta brusquement le groupe d'hommes dont il faisait partie et s'élança au-devant des galions. Mille fois aimable, Madame Jenkins va être bien heureuse, bien fière. Venez donc que je vous conduise. Et dans sa hâte, dans sa vaniteuse jouissance, il entraîna si vite Jean Soulet que celui-ci n'eut pas le temps de lui présenter son compagnon Paul de Guéry, auquel il faisait faire son début dans le monde. Le jeune homme fut bien heureux de cet oubli. Il se faufila dans la masse d'habits noirs, sans cesse se refouler, plus loin à chaque nouvelle entrée, s'y engloutit, pris de cette terreur folle qu'éprouve tout jeune provincial introduit dans un salon de Paris, surtout lorsqu'il est intelligent et fin, et qu'il ne porte pas comme une cotte de maille sous son plastron de toile l'imperturbable aplomb des rustres. Venez tous, Parisiens de Paris, qui dès l'âge de 16 ans, dans votre premier habit noir et le claque sur la cuisse, promenez votre adolescence à travers les réceptions de tous les mondes. Vous ne connaissez pas cette angoisse, faite de vanité, de timidité, de souvenirs de lecture romanesque qui nous vissent les uns l'une dans l'autre, engoncés, nos gestes, fait de nous pour toute une nuit un entre-deux de porte, un meuble d'embrasure, un pauvre être errant et lamentable, incapable de manifester son existence autrement qu'en changeant de place de temps en temps, mourant de soif plutôt que d'approcher du buffet, et s'en allant sans avoir dit un mot, à moins qu'il n'ait bégayé une de ces sottises égarées dont on se souvient pendant des mois et qui nous font, la nuit, en y songeant, pousser un « ah » de rage honteuse, la tête cachée dans l'oreiller. Paul de Guéry était ce martyr. Là-bas, dans son pays, il avait toujours vécu fort retiré près d'une vieille tante dévote et triste, jusqu'au moment où l'étudiant en droit, destiné d'abord à une carrière dans laquelle son père laissait d'excellents souvenirs, s'était vu attiré dans quelques salons de conseillers à la cour, ancienne demeure mélancolique, à trumeaux fanés, où il allait faire un 4e au whist avec de vénérables ombres. La soirée de Jenkins était donc un début pour ce provincial, que son ignorance même et sa souplesse méridionale firent du premier coup observateur. De l'endroit où il se trouvait, il assistait au défilé curieux, et non encore terminé à minuit, des invités de Jenkins, toute la clientèle du médecin à la mode, la fine fleur de la société parisienne, beaucoup de politiques, de finances, des banquiers, des députés, quelques artistes, tous les surmenés du high life parisien, blafards, les yeux brillants, saturés d'arsenic comme des sourires gourmands, mais insatiables de poison et de vie. Le salon ouvert, la vaste antichambre dont on avait enlevé les portes, laissait voir l'escalier de l'hôtel chargé de fleurs sur les côtés, où se développaient de longues traînes dont le poids soyeux semblait rejeter en arrière le buste décolleté des femmes dans ce joli mouvement ascensionnel qui les faisait apparaître peu à peu jusqu'au complet épanouissement de leur gloire. Les couples arrivés en haut paraissaient entrer en scène, et cela était doublement vrai. Chacun laissant sur la dernière marche les froncements de sourcils, les plis préoccupés, les airs excédés, les colères, les tristesses, pour montrer une physionomie
satisfaite, un sourire épanoui sur l'ensemble reposé des traits. Les hommes échangeaient des poignées de main loyales, des effusions fraternelles. Les femmes, sans rien entendre, préoccupées d'elles-mêmes, avec de petits caracolements sur place, des grâces frissonnantes, des jeux de prunelles, d'épaules, de regards, murmuraient quelques mots d'accueil. « Merci, oh, merci, comme vous êtes bonne !» Et puis les couples se séparaient, car les soirées ne sont plus ces réunions d'esprits aimables, où la finesse féminine forçait le caractère, les hautes connaissances, le génie même des hommes à s'incliner gracieusement pour elles, mais ces cohues trop nombreuses dans lesquelles les femmes, seules, assises, gazouillant ensemble comme des captives de harem, n'ont plus que le plaisir d'être belles, ou en tout cas de le paraître. De Guéry, après avoir erré dans la bibliothèque du docteur, la serre, la salle de billard où l'on fumait, ennuyé de conversations graves et arides qui lui semblaient détonner dans un lieu si paré, et dans l'heure courte du plaisir, quelqu'un lui avait demandé négligemment, sans le regarder, ce que la bourse faisait ce jour-là. Se rapprocha de la porte du grand salon que défendait un flot pressé d'habits noirs, une houle de têtes penchées les unes à côté des autres, et regardant. Une vaste pièce richement meublée avec le goût artistique qui caractérisait le maître et la maîtresse de la maison. Quelques tableaux anciens sur le fond clair des draperies. Une cheminée monumentale décorée d'un beau groupe de marbre, les saisons de Sébastien Ruiz, autour duquel de longues tiges vertes découpées en dentelle ou d'une raideur gaufrée de bronze se recourbaient vers la glace comme vers la limpidité d'une eau pure. Sur les sièges bas, les femmes, groupées, pressées, confondant presque les couleurs vaporeuses de leurs toilettes, formant une immense corbeille de fleurs vivantes, au-dessus de laquelle flottait le rayonnement des épaules nues, des chevelures semées de diamants, gouttes d'eau sur les brunes, reflets scintillants sur les blondes, et le même parfum capiteux, le même bourdonnement confus et doux, fait de chaleur vibrante et d'ailes insaisissables, qui caresse en été toute la floraison d'un parterre. Parfois un petit rire, montant, dans cette atmosphère lumineuse, un souffle plus vif qui faisait trembler des aigrettes et des frisures, se détachait tout à coup un beau profil. Tel était l'aspect du salon. Quelques hommes se trouvaient là, en très petit nombre, tous des personnages de marque, chargés d'années et de croix, qui causaient au bord d'un divan appuyé au renversement d'un siège, avec cet air de condescendance que l'on prend pour parler à des enfants. Mais dans le susurrement paisible de ces conversations, une voix ressortait éclatante et cuivrée, celle du nabab qui évoluait tranquillement à travers cette serre mondaine, avec l'assurance que lui donnait son immense fortune et un certain mépris de la femme, quelque chose peut-être rapporté d'Orient. En ce moment, étalé sur un siège, ses grosses mains gantées de jaune croisées sans façon l'une sur l'autre. Il causait avec une très belle personne dont la physionomie originale. Beaucoup de vie sur des traits sévères. Se détachait en pâleur au milieu des minois environnants, comme sa toilette toute blanche, classique de plis émoulés sur sa grâce souple, contrastée avec des mises plus riches, mais dont aucune n'avait cette allure de simplicité hardie. De son coin, de Guéry, admirait ce front court et uni sous la frange, des cheveux abaissés, ses yeux longs, couverts d'un bleu profond, d'un bleu d'abîme, cette bouche qui ne cessait de sourire que pour détendre sa forme pure dans une expression lassée et retombante. En tout, l'apparence un peu hautaine d'un être d'exception. Quelques-uns près de lui la nomma, Félicia Ruiz. Dès lors, il comprit l'attrait rare de cette jeune femme, continuatrice du génie de son père, dont la célébrité naissante était arrivée jusqu'à sa province, auréolée d'une réputation d'une grande beauté. Pendant qu'il la contemplait, qu'il admirait ses moindres gestes, un peu intrigué par l'énigme de ce beau visage, il entendit chuchoter
derrière lui. Mais voyez donc comme elle est aimable avec le nabab. Si le duc arrivait, le duc de Morat doit venir. Certainement, c'est pour lui que la soirée est donnée, pour le faire rencontrer avec Jean Soulet. Et vous pensez que le duc et mademoiselle Ruiz, mais d'où sortez-vous? C'est une liaison connue de tout Paris, enfin. Ça date de la dernière exposition où elle a fait son buste. Et la duchesse? Oh, eh bien, vous savez, elle en a vu d'autres. Ah, voilà Madame Jenkins qui va chanter. Il se fit un mouvement dans le salon. Une pesée plus forte de la foule auprès de la porte et les conversations cessèrent pour un moment. Paul de Géry respira. Ce qu'il venait d'entendre lui avait serré le cœur. Il se sentait atteint, sali par cette boue jetée à pleine main sur l'idéal qu'il s'était fait de cette jeunesse splendide, mûrie au soleil de l'art d'un charme si pénétrant. Il s'éloigna un peu, changea de place. Il avait peur d'entendre encore chuchoter quelque infamie. La voix de Madame Jenkins lui fit du bien. Une voix fameuse dans ces salons parisiens et qui, malgré tout son éclat, n'avait rien de théâtral, mais semblait une parole émue, vibrant sous des sonorités inapprises. La chanteuse, une femme de 40 à 45 ans, avait une magnifique chevelure cendrée, des traits fins, un peu mous, une grande expression de bonté. Encore belle, pour son âge, elle était mise avec le goût goûteux d'une femme qui n'a pas renoncé à plaire. Elle n'y avait pas renoncé, en effet. Mariée en secondes noces avec le docteur depuis une dizaine d'années, il semblait en être encore au premier mois de leur bonheur à deux. Pendant qu'elle chantait un air populaire russe, sauvage, doux, comme un sourire slave, Jenkins était fière naïvement, sans chercher à le dissimuler toute sa large figure épanouie, et elle, chaque fois qu'elle penchait la tête pour reprendre son souffle, adressait de son côté un sourire craintif, épris, qui allait le chercher par-dessus la musique étalée. Puis quand elle eut fini au milieu d'un murmure admiratif et ravi, eh bien, c'était touchant de voir de quelle façon discrète elle serra furtivement la main de son mari, comme pour se faire un coin de bonheur intime parmi ce grand triomphe. Le jeune de Guéry se sentait réconforté par la vue de ce couple heureux, quand tout près de lui une voix murmura. Ce n'était pourtant pas la même qui avait parlé tout à l'heure. Vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? Que les Jenkins ne sont pas mariés. Mais quelle folie! Je vous assure, il paraîtrait qu'il y a une véritable Madame Jenkins quelque part, mais pas celle qu'on nous a montrée. Enfin, du reste, avez-vous remarqué, le dialogue continua à voix basse. Madame Jenkins s'approchait, saluant, souriant, tandis que le docteur, arrêtant un plateau au passage, lui apportait un verre de Bordeaux avec l'empressement d'une mère, d'un impresario, d'un amoureux transi. Calomnie, calomnie, souillure ineffaçable. Maintenant, les attentions de Jenkins semblaient exagérées au provincial. Il trouvait qu'il y avait là quelque chose d'affecté, de voulu, et aussi dans le remerciement qu'elle adressa tout bas à son mari, il crut remarquer une crainte, une soumission contraire à la dignité de l'épouse légitime, heureuse et fière, d'un bonheur assuré. Mais c'est hideux, le monde, se disait de Géry, épouvanté, les mains froides. Ses sourires qui l'entouraient lui faisaient tout l'effet de grimaces. Il avait de la honte, du dégoût. Puis, tout à coup, il se révoltant. « Allons donc, mais ce n'est pas possible !» Et comme si elle avait voulu répondre à cette exclamation, derrière lui, la médisance reprit d'un ton dégagé. « Après tout, vous savez, je n'en suis pas sûre autrement. Je répète ce qu'on m'a dit. Tiens, la baronne Ermelingue, il a tout Paris, ce Jenkins. » La baronne s'avançait au bras du docteur, qui s'était précipité au-devant d'elle. Si maître qu'il fût de tous les jeux de son visage, semblait un peu troublé et déconfit. Il avait imaginé cela, le bon Jenkins, de profiter de sa soirée pour réconcilier entre eux son ami Ermelingue et son ami Jean Soulet, ses deux clients les plus riches, et qui l'embarrassaient beaucoup avec leur guerre intestine. Le nabab ne demandait pas mieux. Il n'en voulait pas à son ancien copain.
Leur brouille était venue à la suite du mariage d'Ermelingue avec une des favorites de l'ancien bey. Histoire de femme, en somme, disait Jean Soulet, et qu'il aurait été heureux de voir finir toute antipathie pesant à cette nature exubérante. Mais il paraît que le baron ne tenait pas un rapprochement, car malgré la promesse qu'il avait faite à Jenkins, sa femme arrivait seule au grand dépit de l'Irlandais. C'était une longue, mince, frêle personne, aux sourcils, en plume d'oiseau, l'air jeune et intimidé, 30 ans qui en paraissaient 20, coiffée d'herbe et d'épis tombant dans des cheveux très noirs criblés de diamants. Avec ses longs cils sur ses joues blanches, de cette limpidité, de teint des femmes longtemps cloîtrées, un peu gênée dans sa toilette parisienne, elle ressemblait moins à une ancienne femme de harem qu'à une religieuse ayant renoncé à ses vœux et retournant au monde. Quelque chose de dévot, de confit dans le maintien, une certaine façon ecclésiastique de marcher en baissant les yeux, les coudes à la taille, les mains croisées, des manières qu'elle avait prises dans le milieu très pratiquant où elle vivait depuis sa conversation et son récent baptême, complétaient cette ressemblance. Et vous pensez, si la curiosité mondaine s'empressait autour de cette ancienne odalisque, devenue catholique fervente, s'avançant escortée d'une figure livide, de sacristain à lunettes, maître le Merquier, député de Lyon, homme d'affaires d'Ermelingue, qui accompagnait la baronne quand le baron était entre guillemets un peu souffrant, comme ce soir. À leur entrée dans le second salon, le nabab vint droit à elle, croyant en voir apparaître à la suite la figure bouffie de son vieux camarade, auquel il était convenu qu'il irait tendre la main. La baronne l'aperçut, devint encore plus blanche. Un éclair d'acier filtra sous ses longs cils. Ses narines s'ouvrirent, palpitèrent. Et comme Jean Soulet s'inclinait, elle pressa le pas. La tête haute et droite laissant tomber de ses lèvres minces un mot arabe, et que personne ne put comprendre, mais où le pauvre nabab entendit bien l'injure. Lui, car en se relevant, son visage hâlé était de la couleur d'une terre cuite qui sort du four. Il resta un moment sans bouger, ses gros poings crispés, sa bouche tuméfiée de colère. Jenkins vint le rejoindre, et De Guéry, qui avait suivi de loin toute cette scène, les vit causer ensemble vivement d'un air préoccupé. L'affaire était manquée. Cette réconciliation, si savamment combinée, n'aurait pas lieu. Ermelingue n'en voulait pas. Pourvu maintenant que le duc ne leur manquât pas de parole, c'est qu'il était tard. La Wauters, qui devait, en sortant de son théâtre, chanter l'air de la nuit de la flûte enchantée, venait d'entrer tout emmitouflée dans ses capuchons de dentelle. Et le ministre n'arrivait pas. Pourtant, c'était une affaire entendue, promise. Mon pavon devait le prendre au cercle. De temps en temps, le bon Jenkins tirait sa montre tout en jetant un bravo distrait au bouquet de notes que la Wauters faisait jaillir de ses lèvres de fée, un bouquet de 3000 francs, inutile comme les autres frais de la soirée si le duc ne venait pas. Tout à coup, la porte s'ouvrit à deux battants. Son Excellence, Monsieur le Duc de Morat. Un long frémissement l'accueillit. Une curiosité respectueuse rangée sur deux haies au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du nabab. Ce sera tout pour cet épisode, mais je vous propose de se retrouver rapidement pour la suite du nabab, ce mystérieux, énigmatique nabab d'Alphonse Daudet. Alors, qui est-il vraiment ? Eh bien, je vous propose de le découvrir lors d'un prochain épisode de lecture avec nous sur D8. D'ici là, n'oubliez pas de m'écrire. C'est simple, vous tapez le hashtag VBN et vous nous envoyez vos avis, vos commentaires, vos impressions sur l'émission. Je vous répondrai avec plaisir. Également, n'oubliez pas aussi d'aller sur le site de la chaîne www.d8.tv dans la rubrique replay divertissement. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit ou un bon début de journée pour ceux parmi vous qui se lèvent. À bientôt.